Bienvenue tout le monde. On va maintenant avoir une table ronde avec les ministres du Travail régionaux. J'aimerais inviter pour une table ronde les ministres régionaux responsables pour le travail. Vous voyez Hilde Krevits, vice-ministre du gouvernement flamand et ministre de l'économie et de l'innovation. Christine Montréal, vice-présidente du gouvernement wallon et ministre de l'Emploi, s'excuse et se fait remplacer par Laurent Van Ryck, chef du cabinet Travail. Bernard Clairfailly, bien sûr, ministre du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'emploi, et Isabelle Wijkmans, Ministerin für Beschäftigung der deutschsprachigen Gemeinschaft. Soyez tous les bienvenus. Madame Krevits, je commence par vous tout d'abord. Quelles sont vos attentes de cette conférence de l'emploi? Qu'est-ce qu'il faut être l'objectif principal? Moi, j'avais l'espoir que cette conférence pourrait être une conférence interfédérale où tous les partenaires sociaux, même les régionaux, pourraient discuter avec le gouvernement fédéral pour voir comment on peut atteindre les 80% du taux d'emploi pour que les gens, à la fin de la carrière, puissent avoir plus de marge de croissance. C'est une conférence fédérale. Il va aussi y avoir une conférence interministérielle, comme l'a dit Monsieur le ministre. Ça me réjouit. Mais maintenant, il faut se focaliser sur les grands enjeux. La pénurie du travail en Flandre est très importante. On doit faire beaucoup de travail et on a besoin des autorités afin de résoudre les problèmes et créer des opportunités pour les gens qui, par exemple, se trouvent en maladie de longue durée aujourd'hui. Ça veut dire, donc, cette attente ou cette collaboration, vous l'attendez dans le sens des accords asymétriques conclus entre le niveau fédéral et les régions, tout comme repris dans l'accord de gouvernement. Je suis très content que ce soit repris dans l'accord, en effet, et quelques mesures vont être utiles pour toutes les régions. Mais si vous savez qu'aujourd'hui, en Flandre, il y a plus de personnes, à cause du vieillissement, vont quitter le marché du travail, et si vous savez que le nombre de personnes aujourd'hui se trouvent en statut de maladie de longue durée qui est plus élevé que le nombre de demandeurs d'emploi et que la pénurie est si forte, alors vous savez, vu les différences entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, qu'il faut parfois oser sauter vers des solutions sur mesure d'une région. Voilà ma question explicite. Certaines de ces solutions afin d'augmenter l'emploi, vous pouvez revenir là-dessus, par exemple sur la proposition pour réintégrer les malades de longue durée. Monsieur Van Ryck, peut-être pour la région wallonne, quels sont les objectifs principaux de cette conférence? Je pense que les objectifs sont d'avoir un échange déjà entre les différents ministres. C'est bien que les partenaires sociaux participent aussi le lendemain à cette conférence. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir faire passer les messages et les besoins des régions, le point de vue des partenaires sociaux. Les besoins flamands ne sont peut-être pas les mêmes que ceux de la Wallonie ni ceux de Bruxelles, par exemple. Et donc, un lieu d'échange pour justement pouvoir mettre en avant les enjeux principaux. En Wallonie, on a des problèmes au niveau des pénuries, par exemple. Et donc, c'est certain qu'une approche spécifique pour pouvoir traiter ce problème-là serait utile. Tout comme les jeunes qui sont aujourd'hui sans emploi est un problème important chez nous. Ce n'est pas le même problème en Flandre. Et donc pouvoir venir avec des propositions de solutions et de réflexions qui après doivent être mises en œuvre de manière peut-être séparée. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous êtes aussi partie requérante pour des accords asymétriques avec le gouvernement fédéral pour avoir l'occasion de focuser justement sur les défis qui sont spécifiques pour votre région? Je pense que l'objectif, c'est surtout l'efficacité des mesures qui peuvent être mises en place. La forme nous importe peu finalement. Ce qui compte, c'est de pouvoir avoir son destin en main et de pouvoir mettre en œuvre les mesures que l'on pense être les plus appropriées à notre situation du marché de l'emploi. OK. Monsieur Clairfailly, pour vous, quel doit être l'objectif principal de cette conférence? Mais donc, chaque région a ses spécificités. Chez nous, à Bruxelles, comme à Wallonie, on a un fort enjeu de chômage des jeunes. Mais donc ici, ce n'est pas l'objet. On parle plutôt d'aménagement des fins de carrière, qui est un sujet dont on parle depuis très longtemps.
Chez nous, le taux d'emploi des seniors a augmenté ces dernières années, mais en raison des mesures administratives, réglementaires qui ont été prises pour prolonger la carrière et mettre fin à tous les mécanismes de départ anticipé à la pension. Mais ça a aussi pour impact d'augmenter le taux de chômage des seniors. Donc il y a un vrai enjeu de gestion des fins de carrière. Donc cette conférence, cette réflexion vient bien à point, mais le problème, il est latent depuis un certain temps. Je crois qu'il est le même dans les 3 régions. Donc on a besoin maintenant qu'on travaille à prendre des décisions claires. Moi, j'ai le sentiment, pour avoir aussi lu un peu ce qu'on dit à gauche, à droite, la littérature, je me souviens d'une très belle étude de l'OCDE qui comparait plusieurs pays européens qui ont des systèmes globalement très similaires aux nôtres, qui rappelait quand même que ce qui fait que beaucoup d'entreprises, que le taux de chômage ou de sortie de l'emploi des seniors est plus élevé en Belgique que des pays comparables, c'est en raison d'un système de choix rationnel des entreprises. C'est que comme la rémunération des travailleurs augmente sans cesse avec l'âge et que leurs compétences, à un moment, ne s'améliorent plus au même rythme, ben, c'est un choix malheureusement rationnel de l'entreprise lorsqu'elle doit faire des aménagements dans sa force de travail, de privilégier l'engagement de travailleurs plus jeunes. Et donc, tant que ce système de choix rationnel existe, on risque d'avoir des problèmes. Alors, on a essayé de le combattre avec des réductions de cotisations sociales, orientées vers les seniors, mais ça ne semble pas efficace. Des études ou des recherches universitaires montrent que ce n'est pas efficace. Donc, moi, ça m'amène à penser qu'on devrait, sur tous ces enjeux d'emploi qui sont prégnants, avec des réalités différentes dans chacune des 3 régions, profiter d'espaces comme ceci pour sortir des un peu postures politiques, parce que ces derniers jours dans la presse, on a vu beaucoup de postures politiques, et qu'on se fonde plutôt sur le pragmatisme des partenaires sociaux et qu'on évalue les choses sur base des recherches académiques sur le pragmatisme des mesures. On va en parler plus tard aussi. Madame Beekmans, d'abord, qu'est-ce que vous attendez de cette coopération fédérale régionale aujourd'hui? Ben, je pense que ça a été déjà dit par les collègues. De un, je trouve que cette conférence de l'emploi met encore une fois en évidence justement les différences du marché du travail en Belgique selon les régions ou communautés où on se trouve. Donc ça se mérite là d'avoir cet échange sur les différents points de vue, nécessité des différents marchés de travail. Pour la communauté germanophone, une question et aussi une qui se pose peut-être un peu dans une moindre mesure pour les autres collègues, c'est celle aussi comment on se compare en fait au marché du travail des autres pays, l'Allemagne, le Luxembourg ou aussi les Pays-Bas, parce que notre marché du travail, par exemple, est très sous tension à cause aussi de l'évolution des marchés de travail, vice-versa de la frontière. Donc ça, c'est assez intéressant peut-être aussi de mettre ce point de vue-ci durant cette conférence sur l'emploi en Belgique aussi sur la table. Et je pense qu'en ce qui concerne en fait la communauté germanophone, mais je pense au-delà aussi, les derniers mois et aussi les dernières années ont montré aussi qu'il faut davantage plus de flexibilité aussi dans l'organisation du travail, des possibilités du travail pour aménager par exemple aussi vie privée, vie du travail, mais aussi les fins de carrière. Et là, je pense qu'il y a vraiment donc une réflexion, un travail à faire au niveau fédéral, parce que c'est une compétence fédérale, de trouver des solutions pour augmenter cette flexibilité du temps de travail qui, à mon avis, peut aussi avoir ou porter ou apporter une solution aux différents sujets qui ont été déjà abordés par les collègues. Oui. L'un des objectifs principaux du gouvernement fédéral est de relever le taux d'emploi à 80% d'ici 2030. Comment concilier cela avec la fin des carrières harmonieuses? Madame Krivitz, vous avez finalisé un rapport avec 29 propositions. On peut peut-être reprendre un point, notamment, vous voulez que la Flandre ait le pouvoir de décision autonome sur la dispense de disponibilité sur le marché du travail. Pour moi, il s'agit un peu de la confiance. Toutes les régions sont compétentes de donner des formations aussi aux demandeurs d'emploi. Mais si on suit une formation, alors il faut être dispensé afin de pouvoir y participer activement. Et maintenant, à cause du Covid, on a développé un groupe de formation digitale. Pour certaines personnes, c'est une chose positive. Et je pense que ce serait vraiment une bonne signe de confiance si le gouvernement dit qu'on ne va plus regarder tout avec l'ONEM. On a confiance en région
pour qu'elles puissent utiliser leur package de formation. Je trouve ça un peu bizarre que pour tellement de choses, il faut une autorisation, tandis que si on a de la confiance dans les régions, on aurait aussi pouvoir avoir le même résultat. Donc, donner la confiance aux régions pour que les gens puissent suivre des formations. Nous, par exemple, nous voudrions faire quelque chose de plus pour la digitalisation et donner des dispenses aux personnes si elles sont disposées à suivre certaines formations. C'est une demande très concrète. Est-ce que c'est quelque chose que les autres régions souhaitent aussi, pouvoir décider vous-même des dispenses de disponibilité pour le marché du travail, par exemple pour les formations pour améliorer les compétences numériques? Monsieur Claire-Failly? J'entends cette proposition, moi je peux m'inscrire là-dedans et sûrement des avantages à pouvoir adapter cette dispense aux réalités du marché du travail de chacune des régions. Les réalités ne sont pas les mêmes et l'offre de formation n'est pas nécessairement les mêmes. Je crois aussi que ce Covid nous a fait faire un bond en avant dans les formations digitales. On l'a tous fait de notre côté et on pourrait certainement réfléchir à utiliser utilement ce genre de choses. C'est plus compliqué à Bruxelles parce que chez nous, la formation n'est pas totalement intégrée au placement des chômeurs. Donc, on a un petit problème institutionnel, mais enfin, on doit être capable de former des accords pour trouver des solutions à ces petits problèmes bruxellois. Madame Beckmans? Je trouve que c'est une très bonne idée, justement, de pouvoir l'adapter aux différents besoins, la mise à disposition. Donc, et c'est vrai que, bon, nous, on n'a pas ce problème de constitutionnel, donc c'est vrai que nous aussi, on gère les formations, justement. Donc, ça peut être une vraie bonne idée. Madame Krivitz, je reviens sur votre liste de propositions. Vous dites que les entreprises, lors des restructurations, doivent donner une offre pour une reconversion professionnelle pour maintenir les forces de travail ou de faire en sorte qu'une partie du licenciement soit utilisée pour la formation. Voilà certaines mesures pour lesquelles vous tirez l'alarme. La position de la personne âgée me préoccupe parce que moi aussi, j'ai plus de 50 ans. Et on voit, donc, en relation, s'il s'agit des personnes qui quittent le marché du travail, alors on voit qu'il s'agit beaucoup plus de personnes plus âgées que des jeunes. Comment est-ce qu'on peut les aider? Car les personnes plus âgées sont surtout aussi la victime lors des restructurations. Et si une entreprise fait une restructuration, il faut aussi prévoir un plan de formation. Imaginez-vous qu'il faut licencier 20 personnes, mais il y a 10 nouveaux postes. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas notre potentiel existant, actuel, pour voir quelles personnes de ce potentiel pourraient être utilisées dans les nouveaux postes? Mais on part toujours directement du principe que ce n'est pas possible, tandis qu'il y a tellement d'opportunités qui sont perdues de cette façon. Donc pour moi, ce serait une bonne chose que les entreprises, dans une restructuration, puissent y réfléchir. En même temps, on donne des allocations de licenciement et il est logique qu'une partie soit utilisée pour formation. C'est une culture que, je ne parle pas pour les autres régions, mais pour la Flandre, il n'y a pas vraiment une culture de formation. Moi, je suis jaloux quand je vois un pays de Danemark parce que là, il y a une culture de formation. Les gens sont fiers de pouvoir suivre des formations et chez nous, c'est une obligation. Mais si on suit une formation, on crée tellement d'opportunités supplémentaires dans la carrière et ça peut même faire en sorte que si on a un âge plus élevé, qu'on puisse alors quitter certaines choses qui sont trop lourdes pour la personne en question et qui peuvent mener à d'autres jobs plus adaptés. Monsieur Henry, qu'est-ce que vous pensez de cette idée qu'une partie de l'indemnité de licenciement devrait être utilisée pour une formation? Je pense que par rapport à la question de la culture de formation, je suis tout à fait d'accord avec Mme Krivitz. Malheureusement, je peux parler pour la Wallonie, mais je pense que c'est la même chose pour la Belgique. On n'a pas une culture de la formation qui est assez poussée aujourd'hui. Et on voit souvent, la formation est considérée parfois comme un coût plutôt qu'un investissement, alors que clairement, ça peut éviter demain des coûts plus importants. Il faut aussi éviter, en termes de formation, l'effet Mathieu où on va former les plus compétents et laisser sur le bord de la route ceux qui le sont moins, parce que finalement, l'euro marginal que l'on aura investi en formation aura beaucoup plus d'impact pour ceux qui sont moins formés que ceux qui le sont déjà. Donc ça, c'est vraiment un élément important.
Et par rapport à la question des restructurations, évidemment, c'est toute la question de l'upskilling et du reskilling des travailleurs que l'on aborde ici, où, dans le cadre de la réforme des aides à la formation sur lesquelles on travaille en Wallonie, on veut pouvoir avoir ce qu'on a appelé une formation de l'emploi à l'emploi. Ça veut dire s'assurer qu'aujourd'hui, les qualifications des travailleurs ne sont pas obsolètes pour faire face demain aux changements, qu'ils soient digitaux, numériques, ou que ce soit par rapport à l'environnement, par exemple. Et donc, c'est préparer cela pour éviter que certains se retrouvent sur le carreau. Oui, dans la liste de désirs, disons, de Mme Morial, j'ai lu aussi évaluer les leviers à mettre en place pour que les travailleurs âgés puissent répondre aux métiers en pénurie. Comment est-ce que vous voulez réaliser cela en Wallonie? Je pense que ce qu'il faut d'abord se dire, c'est que les conditions de travail doivent être adaptées à l'âge des travailleurs. Et donc, quelqu'un de 25 ans n'aura pas besoin des mêmes conditions de travail qu'une personne de 50, 55, voire 60. Et donc, je pense qu'un métier en pénurie, alors il peut l'être pour différentes raisons, mais si on arrive à adapter les modalités de mise en œuvre de ce travail, les conditions de travail, pour que ça puisse peut-être être plus attractif pour une personne plus âgée, ça peut être une manière d'y arriver. On peut aussi évidemment envisager tout ce qui est tutorat, où une personne plus âgée peut, dans un métier en pénurie, essayer de réenchanter et expliquer à des plus jeunes la beauté de ce métier et les avantages. Donc il y a différentes possibilités qu'on peut mettre sur la table pour y arriver. Oui. On parle déjà longtemps de la reconnaissance aussi des compétences, plutôt que travailler uniquement sur base des diplômes. C'est en cours depuis longtemps. Pourquoi ne parvient-on pas à opérer un véritable changement de paradigme là? Monsieur Clerfegny, Madame Beckmans? C'est la validation des compétences. Oui. C'est un système qui est mis en place depuis un certain temps. C'est très utile quand un travailleur quitte l'entreprise, surtout dans un cas de faillite ou des choses comme ça, qu'il puisse prouver les compétences qu'il a pour chercher un travail dans une autre entreprise. Je pense que la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas assez, c'est que l'entreprise elle-même n'a jamais intérêt, le système d'incitant n'est pas bon, de certifier les compétences de son travailleur parce que c'est l'offrir l'occasion de partir. C'est une manière pour l'entreprise de dire j'ai fait des frais de formation, je forme quelqu'un, mais si je dis à tout le monde qu'il est compétent pour ça, il risque de partir ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est assez contraire aux obligations de formation. Donc voilà pourquoi je pense que ça ne fonctionne pas assez et je ne sais pas comment. Est-ce que pour vous c'est la même raison parce que vous y investissez aussi beaucoup? Apparemment, ça n'a pas le résultat souhaité. Est-ce que c'est vrai? Il faut trouver un bon équilibre entre les conditions auxquelles il faut répondre afin d'avoir un certain diplôme et la manière à laquelle on peut le prouver sur base d'expérience. À partir de 2019, on avait un cadre afin de faire en sorte que les expériences pourraient être validées. On a quelques emplois desquels on peut dire qu'on peut prouver d'une autre manière qu'on dispose de la qualification exigée. Ça dépend d'un cadre fixe. On a cherché les emplois les plus larges, comme par exemple l'accompagnement des enfants, et grâce à l'expérience acquise dans la vie privée, on peut déjà montrer qu'on a certaines qualifications ou compétences. Et alors, on se libère de certains modules théoriques qu'il faut suivre. Et c'est pour diminuer le seuil, oui, en effet. L'un des grands problèmes qu'on voit pour les personnes inactives sur le marché de travail, et si on veut les attirer, par exemple, des femmes ou des hommes qui se sont occupés des enfants et qui veulent quand même faire le pas, ils n'ont pas de qualification. Quel boulot est-ce qu'ils peuvent faire? Ils veulent être reconnus pour ce qu'ils ont appris dans leurs expériences. Et c'est pourquoi on a choisi comme premier agrément officiel pour des emplois en pénurie de faire en sorte que les gens puissent entrer comme cela ou accéder comme cela. Donc les personnes inactives sur le marché du travail puissent avoir accès comme cela et suivre une formation. Il y a un projet fantastique en Flandre sur cet accompagnement d'enfants. Il s'agit souvent des femmes migrées. Ces femmes, pendant que leurs enfants sont à la crèche, peuvent suivre une formation en tant qu'accompagnatrice d'enfants pour après faire ce travail effectivement sur le marché du travail. Voilà la piste à suivre si on veut faire en sorte que la pénurie sur le marché du travail soit résolue et maîtrisée.
Si ces femmes peuvent alors démontrer qu'elles ont quelques compétences expérimentales, alors elles ont un accès plus facilement afin de pouvoir exécuter le travail. Une autre possibilité consiste en la possibilité que les employés Les entreprises doivent pouvoir implanter travailleurs l'une à l'autre. Est-ce une solution aussi pour augmenter le taux d'emploi? Oui, je pense que ça peut être aussi une solution et c'est surtout en fait aussi une question d'outils. C'est vrai que ça a été dit, les entreprises souvent travaillent encore avec les diplômes, un peu moins avec les compétences, mais ça c'est quelque chose qui va, à mon sens, en fait, se développer d'une manière un peu naturelle parce que c'est ainsi aussi que les différents travail aussi vont se développer, enfin, les profils qu'on recherche. Mais ce que nous, on doit faire en fait en tant que service public pour mettre les personnes à l'emploi, on parle ici justement des personnes qui sont peu qualifiées ou alors des personnes qui viennent de la migration. Et c'est là où c'est vrai que analyser les compétences qu'ils ont est vraiment primordial. Il y a un projet qui a été fait en Allemagne qui s'appelle MySkills, où c'est justement un outil qui est mis à disposition pour les services de l'emploi. Il est en 6 langues, c'est 120 questions qui sont posées en fait, aux différentes personnes. Ça dure plus ou moins 4 heures le screening. Et alors après, il est possible en fait pour le service à l'emploi de proposer une formation adéquate ou même un emploi adéquat à la personne en fait, suivant ce screening en fait, de la compétence. Nous, maintenant, on l'adapte depuis 1 an, plus ou moins, aux communautés germanophones, et le résultat est vraiment assez intéressant, surtout parce qu'il le fait dans les 6 langues, dans l'arabe, russe, le farsi, etc., donc dans les différentes langues, et c'est vraiment une question d'outils adaptés, en fait, à cela. Oui, justement, le problème des travailleurs peu qualifiés mérite aussi une attention particulière. Peut-être, c'est-à-dire les services de l'emploi font-ils suffisamment d'efforts en ce moment pour aider les travailleurs peu qualifiés à trouver un emploi? Monsieur Clairfailly, Monsieur Van Ryck. C'est le nœud du problème, plus encore à Bruxelles qu'ailleurs. À Bruxelles, on n'a pas de problème d'emploi. On a 750 000 emplois sur le territoire de la région. Et on a 500 000 habitants de la région, dont, malheureusement, j'arrondis les chiffres ici, qu'on ne demande pas de les dire à l'unité près, mais dont environ 100 000 qui ne sont pas dans les conditions pour pouvoir accéder aux emplois qui sont situés sur le territoire de la région bruxelloise. Donc on n'a pas un problème d'emploi, on a un problème de compétences. On a un problème de compétences professionnelles. Alors c'est dû à plusieurs causes. C'est dû à une partie des échecs de l'enseignement. L'enseignement n'est pas globalement un échec, mais il y a trop de jeunes qui sortent de l'enseignement sans avoir les compétences suffisantes. C'est dû au phénomène de migration avec une série de gens qui ne sont pas assez accompagnés pour acquérir les compétences nécessaires pour accéder au marché du travail. C'est dû aussi à des personnes qui se retrouvent au cours de la vie sur le marché du travail et qui n'ont pas, au cours de leur carrière, acquis les compétences nécessaires pour reprendre facilement une carrière vu l'évolution des métiers. Donc on en fait, en tout cas à Bruxelles, jamais assez. Le chiffre du chômage le prouve, jamais assez, en tout cas pour l'instant, pour augmenter le niveau de compétences des travailleurs. C'est bien le cœur de notre stratégie de politique, c'est augmenter les compétences des travailleurs, et parfois pour des choses aussi simples que les compétences linguistiques. Vu le caractère très cosmopolite de Bruxelles, j'ai découvert ce chiffre récemment, 17,5% des personnes qui sont accompagnées par Actiris ne comprennent pas, ne maîtrisent pas la langue dans laquelle leur dossier est tenu par Actiris, français ou néerlandais. Donc 17% des gens admis ne comprennent pas bien cette langue-là, l'une des 2 langues. C'est donc très difficile de les orienter vers un employeur pour trouver un emploi. Donc ces compétences linguistiques de base, je ne parle même pas, urgence à Bruxelles, de la seconde langue. C'est une question d'éducation principalement. Oui, mais ça sont des migrants principalement. Comment est-ce qu'on résout ce problème? Alors, je ne vais pas faire un grand débat sur l'enseignement, etc., le pacte d'excellence dont on parle depuis longtemps. Nous travaillons sur la formation professionnelle pour essayer de rattraper ce niveau. Et la priorité dans le plan de relance européen que nous allons faire à Bruxelles, c'est les compétences linguistiques et les compétences numériques de base pour justement s'attaquer aux compétences essentielles pour avoir accès au marché du travail. Et puis après, il y a tout le panel de toutes les formations professionnelles qui existent dans toute une série de métiers. Vous l'avez mentionné aussi, l'ancienneté fonctionne peut-être dans le mauvais sens, parce qu'il défavorise en fait les employés âgés qui veulent continuer à travailler ou ceux qui cherchent du travail. Qu'est-ce qu'on va faire là pour résoudre ce problème-là? Est-ce qu'on s'en occupe déjà? Est-ce qu'on a déjà fait quelque chose à ce sujet? Madame Krivits? Il est vrai que les raisons pour licencier ou pour que les gens
quittent l'entreprise ont à voir avec le salaire, mais on a déjà dit à plusieurs reprises qu'on doit investir plus aux transitions du travail et regarder lors de la carrière quelle formation on peut suivre, comment on peut progresser, parce que les personnes gardent le même emploi pendant longtemps et si on n'arrive pas à contrôler ses compétences à temps et qu'on fait toujours la même chose, à la fin, ils vont peut-être être remplacés par quelqu'un d'autre. Il faut faire en sorte que l'expérience soit rentable, peut-être dans un autre emploi ou un emploi plus adapté, parce que quelqu'un de 28 ans a peut-être besoin d'autres circonstances de travail que quelqu'un de 54 ans. La fin de carrière ne peut pas être séparée de la carrière entière. Chaque travailleur pourrait être dans la capacité de pouvoir contrôler ses compétences, mais il n'y a pas directement une solution au problème. Souvent, les travailleurs ne changent pas d'emploi parce qu'ils perdent alors une partie de leur ancienneté. Comment résoudre ce problème-ci que l'ancienneté joue sur la mobilité? Pour moi, le principal est que l'allocation qu'on reçoit, qu'elle soit possible à convertir en valeur pour l'entreprise. On voit beaucoup de personnes âgées que l'entreprise ne veut pas perdre. J'ai déjà visité une entreprise ce matin où un travailleur plus âgé est dispensé pour pouvoir donner cours dans les écoles et comme ça rendre plus attractif l'entreprise déjà dès l'école. Donc voilà pourquoi il est très important que pendant la carrière, on pourrait déjà regarder ce qu'on veut faire pour savoir que faire dans la carrière. Monsieur Warwick, les employeurs disent qu'il faut alléger les charges pesant sur le travail parce que la différence entre travailler et ne pas travailler est trop petite. Donc le salaire net doit augmenter et les charges pesant sur le travail doivent baisser. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ça. Il suffit de voir le nombre de travailleurs pauvres pour se rendre compte que finalement, ce n'est pas tout à fait correct, puisque si jamais les travailleurs et la différence entre le chômage et les boulots faiblement payés étaient si importantes que ça, on n'aurait pas les travailleurs pauvres. Donc je pense que c'est un faux débat, mais je pense qu'ensemble, on doit travailler à la formation et à la qualification des travailleurs, parce que, et je rebondis sur ce que Mme Krivitz a dit, en fait, ce qui compte, ça va être la valeur ajoutée qui va pouvoir amener le travailleur à l'entreprise. Et donc, ça veut dire que si on peut, en amont, améliorer la qualité de la formation et s'assurer que tous les travailleurs, même, entre guillemets, ceux qui sont faiblement qualifiés, et moi, j'aime pas ce mot faiblement qualifié, je préfère dire faiblement scolarisés, parce que souvent, les gens n'ont peut-être pas un très haut niveau de diplôme, mais ont des qualifications. Et si l'employeur peut arriver à exploiter au maximum les qualifications, quelles qu'elles soient d'ailleurs, du travailleur, eh bien forcément, il pourra en tirer une plus grande création de valeur. Et donc, l'emploi et le salaire de la personne pourra évoluer en conséquence. Donc, je pense que cette question-là est un faux débat, à titre personnel. Madame Beckmans? Oui. Mais je pense aussi que c'est une question en fait un peu de tradition. On l'a déjà évoqué tout à fait au début du débat, la tradition de la formation qui manque de temps en temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi soutenir, bien sûr, dans l'entreprise et que les entreprises se rendent compte, en fait, quelle est la valeur ajoutée réellement donc, du travailleur. Et par exemple, pour les personnes plus âgées dans le métier, qu'eux, on les utilise beaucoup plus aussi, par exemple, dans le transfert de connaissances à l'intérieur des entreprises, parce qu'on remarque aussi souvent que oui, on remplace les travailleurs, mais on cherche alors un travailleur qui a toutes les différentes compétences que quelqu'un peut-être a acquises pendant 20 ans dans l'entreprise, ce qui est quasiment impossible. Donc vraiment insérer en fait cette réflexion beaucoup plus, former ces travailleurs, apporter une plus-value aux travailleurs, mais ainsi aussi à l'entreprise, et utiliser en fait les différentes compétences des travailleurs justement en fin de carrière pour les faire utiliser en fait dans le transfert de connaissances, comme je le disais, envers les plus jeunes en fait travailleurs dans l'entreprise. Je pense que ça ce sont des choses qu'on doit beaucoup plus intégrer. Et nous, on peut favoriser ça, par exemple, par les primes de formation qui sont données aux entreprises de la part des régions, et donc favoriser ces projets-là dans l'entreprise même. Autre question, est-ce qu'il existe trop de possibilités en ce moment pour quitter le marché du travail prématurément ou de travailler moins?
C'est une question qui relève beaucoup des compétences fédérales, mais on vient d'une période où, moi, quand j'étais jeune, on parlait tous de prépension, de partir plutôt à la pension, etc. On a progressivement diminué ces facultés-là. Au fur et à mesure que la vie s'allonge, on sait qu'on va travailler plus longtemps. Donc il faudrait qu'on ait une vision cohérente et globale de l'ensemble des mécanismes pour être certain qu'ils n'incitent pas trop vite à arrêter de travailler dans les années quand on avance en âge. Mais c'est tout le débat de ceci, c'est l'aménagement des fins de carrière. Comment fait-on pour essayer de rester actif, alors peut-être dans des conditions améliorées, mais de rester actif le plus longtemps possible. Et il faudra qu'il y ait un travail, j'espère que c'est l'objet de cette conférence, avec les partenaires sociaux notamment, pour trouver des solutions. Et qu'est-ce que vous trouvez des propositions de Mme Lallieu dans ce cadre-là? Ah, vous voulez faire un examen total du système de pension? Non, mais ça touche quand même à la thématique d'aujourd'hui. Mais écoutez, je n'ai pas lu toute la proposition de Mme Lallieu. Par contre, j'ai reçu, comme beaucoup, vous avez reçu des travaux scientifiques de l'Université de Gand. Je trouve ça très, très intéressant, qu'on se fonde aussi sur l'analyse des chercheurs qui ont testé une série d'options. Et l'une des recherches dit justement, pour l'avoir lu rapidement, ne croyons pas qu'en encourageant des pensions à temps partiel, des pensions à mi-temps, qui est une forme d'aménagement de fin de carrière pour que les gens continuent à travailler à temps plein, ne croyez pas que ça a un effet d'encourager à travailler plus longtemps. Au contraire, disent les chercheurs, sur base ils n'ont pas de vision idéologique, sur base d'un examen des chiffres, des résultats pragmatiques, au contraire, ça a l'effet inverse. Ça encourage les gens à prendre plus vite des gens qui travaillent à temps plein, de travailler à mi-temps, donc ça réduit le nombre d'heures travaillées. Et donc, je pense que sur beaucoup de ces matières sur lesquelles il y a des débats politiques qui sont très politiques, on gagnerait à être plus pragmatique en examinant les choses de manière plus scientifique et plus neutre et en choisissant dès lors les options qui font du bien globalement à la société. Madame Krivits et après M. Warwick. Je voudrais inverser la question, en fait. Il y a une consultation auprès de gens qui étaient malades de longue durée et 1 sur 3 a indiqué qu'ils aimeraient vraiment travailler, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont un choix à faire. Soit travailler, soit être malade et recevoir une indemnité. Et ce qu'on demande au gouvernement fédéral, c'est véritablement de rendre plus de choses possibles, que les gens puissent faire des choix. J'ai été confrontée à ça dans mon environnement proche. Il y a quelqu'un qui a eu un cancer, mais à certaines périodes, pour le bien-être mental de la personne, il faudrait que cette personne puisse être active. Et je pense que notre culture du travail n'est pas du tout adaptée à cela, ni dans les entreprises, ni au niveau de la réglementation. Et ce que je demande véritablement, c'est que l'on ouvre les possibilités et que l'on veille à ce que certains services comme le VDAB soient plus impliqués dans le processus des personnes. Lorsque les gens sont malades de longue durée, lorsqu'il y a une année d'absence, la chance que la personne revienne sur le marché de travail est beaucoup plus petite, plus faible que si on les traite avec respect durant tout le processus. Et ça, c'est tout de même un élément important. Je pense que la société adulte comporte beaucoup de personnes qui ont des difficultés et je pense qu'il faut en tenir compte. J'ai aussi fait une proposition de solution asymétrique en Flandre. On veut montrer que c'est possible. Et c'est ce que je demande aujourd'hui. Il faut inverser la problématique pour essayer de partir du talent et des capacités dont disposent les gens, même si la personne ne sera peut-être plus jamais en bonne santé, mais peut-être pourrait-elle tout de même faire du travail qui a du sens sans perdre son allocation. C'est une proposition très concrète à laquelle vous souhaitez travailler. Et selon vous, il y a une capacité de ramener des gens sur le marché du travail. J'en reviens à M. Warwick, je voudrais le faire réagir par rapport au point de tout à l'heure. Est-ce qu'il existe trop de possibilités pour quitter le marché du travail prématurément ou de travailler beaucoup moins en ce moment? Je pense que, excusez-moi, mais la question est plutôt mal posée. C'est plutôt pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a une volonté de la part de pas mal de personnes de quitter le travail prématurément, alors qu'a priori, ils ont travaillé pendant toute leur carrière et qu'ils ont été épanouis
pendant leur carrière. Et donc, la question qu'il faut se poser, à mon avis, c'est pourquoi est-ce qu'on a une situation aujourd'hui où on a un nombre important de personnes qui sont en invalidité, ou un nombre important de personnes qui, à l'approche de peut-être 55, 60, souhaitent lever le pied ou arrêter. Donc, je pense que ça, c'est une première question à se poser, et c'est sur base de ces éléments-là qu'on pourra peut-être venir avec des solutions. Alors, ce que M. Clairfait disait était très intéressant. Moi, je suis aussi un pragmatique. Tout ce qui est evidence-based et basé sur des constats scientifiques, je pense que c'est la seule manière d'avancer dans un débat qui est par nature très clivant politiquement, avec les différents niveaux de pouvoir qu'on a en Belgique. Je pense que c'est une piste pour essayer d'avancer. Et après, je pense qu'il y a, et on peut le reconnaître, une culture du RH chez nous qui n'incite pas toujours à amener de la flexibilité en fin de carrière, à revoir les projets des uns et des autres. Et je pense qu'un cadre qui aujourd'hui a peut-être 55, 60 ans n'a plus la même motivation ou l'agressivité commerciale, par exemple, dans une entreprise. Par contre, il a peut-être envie de transmettre des choses à des plus jeunes. Et donc, mais pour ça, il faut aussi que le RH et que le management acceptent de modifier la fonction, acceptent que cette personne puisse garder quand même une partie de son salaire pour rester motivé et impliqué. Et donc, ça demande de la créativité en termes de RH. Et là-dessus, je pense que les pouvoirs publics ont un rôle pour conscientiser et inciter les entreprises à une créativité nécessaire vu les évolutions. Madame Wijkmans? Oui, je pense aussi, peut-être la question n'était pas posée de la bonne manière, je pense que c'est plutôt un constat. Oui, c'est évident que les personnes en Belgique sont parties trop tôt du marché de l'emploi. On a cité l'OCDE, enfin, toutes les études le montrent. Et voilà, donc la question est de savoir pourquoi est-ce le cas, parce qu'ils ont eu la possibilité, parce qu'ils ont plus eu en fait l'épanouissement nécessaire au lieu de travail, parce qu'ils sont devenus malades, parce que donc il y a beaucoup de choses, je pense, qui expliquent cela. Mais pour nous, la communauté germanophone, on est vraiment dans une situation où alors le problème sur notre marché de travail devient très compliqué parce que nous, on a moins de jeunes que de personnes âgées. Et donc, ce fait-là, déjà, depuis ces dernières années, les 15 dernières années, beaucoup de personnes sont vraiment prématurément sorties du marché du travail, a augmenté encore, en fait, le poids sur notre marché de travail. Donc, on a besoin, en fait, des travailleurs qualifiés, vraiment sur notre territoire pour cela, et ça devient assez compliqué. Donc, c'est vrai que c'est important de trouver des bonnes réponses à cette question. Comme je disais, par exemple, les mettre alors dans l'entreprise à d'autres charges, comme par exemple le transfert de connaissances, faire du mentoring, faire du tutorat, faire autre chose. Donc, vraiment les utiliser d'une manière différente. Donc là, on a des incitants financiers aussi qu'on peut mettre en œuvre, nous, en tant que région. Et puis aussi, je pense qu'il y a au niveau fédéral alors à trouver une solution sur le cadre normatif, ce qui a été dit aussi par Hilde aussi dans cette discussion-là. Donc donner des possibilités pour le travail de réinsertion, par exemple, des personnes plus âgées, qu'on a un peu plus le temps, peut-être, à pouvoir le faire, et donc de nous donner un peu ce temps-là par l'adaptation, en fait, du cadre normatif, par exemple. OK. Un autre point dont on n'a pas encore parlé, ça a déjà été évoqué cependant, pour donner la possibilité aux travailleurs de travailler plus longtemps, il faut qu'ils aiment continuer à travailler. Et à ce niveau-là, je voudrais citer des chiffres flamands. Concernant la faisabilité du travail, la moitié des travailleurs flamands indiquent aujourd'hui qu'ils effectuent un job faisable. En 2013, ce chiffre était encore de 55%. Donc la faisabilité du travail, Madame Krevitz, c'est un chiffre qui recule. Et ça, c'est tout de même une évolution dramatique dans le cadre dont nous parlons aujourd'hui. Oui, je connais les chiffres aussi. La faisabilité ne s'est pas améliorée et la pénurie du travail a aussi un effet négatif sur la faisabilité puisqu'il y a une augmentation du volume et moins de personnes. Donc on a un problème. C'est la raison pour laquelle en Flandre, on a élaboré un plan travail faisable, on s'est mis d'accord avec les partenaires sociaux et l'un des instruments que l'on met en œuvre depuis peu, c'est le check de la faisabilité, donc la vérification de la faisabilité. C'est de plus en plus utilisé, y compris pour le télétravail, parce que
Si les gens ont le sentiment que la faisabilité n'est pas en ordre, qu'il n'y a pas de politique de ressources humaines, que l'on ne tient pas compte des facteurs environnement et qu'on a un marché en pénurie, eh bien les gens changent tout simplement de travail. Donc il y aurait une pression sur les employeurs, une pression pour investir dans le bien-être des travailleurs. Et nous espérons que cet instrument, et les partenaires sociaux ont véritablement dit que c'était vraiment nécessaire en Flandre et on espère que ça pourra déboucher sur des percées en ce qui concerne le manque de faisabilité. Et vous pensez que ça va permettre de résoudre le problème ou le problème est plus fondamental que cela? De toute façon, les emplois faisables, bon, ça couvre beaucoup d'aspects. Quelque chose de faisable pour une personne A ne sera pas faisable pour une personne B. Mais on voit que des gens qui ne sont pas actifs sur le marché d'emploi, pour les attirer dans les entreprises, il faut d'abord un salaire correct, ça c'est très important. Qu'est-ce que je vais gagner? Ce sera déjà mieux que si je reste à la maison. Il y a aussi la question de l'accueil des enfants. Il y a aussi la question de la mobilité. Donc ce sont des choses qui sont peut-être moins importantes si vous avez plus de 55 ans ou si vous avez plus de 60 ans, mais ce sont des éléments dont les entreprises doivent beaucoup plus tenir compte qu'auparavant. Et avec la pénurie, le problème devient encore plus aigu. Monsieur Warwick, le travail faisable, ça n'évolue pas dans la bonne direction. Ça pourrait toujours mieux évoluer. C'est un peu une réponse de Normand, mais c'est évident qu'à partir du moment où plus les conditions de travail seront rendues attractives pour les travailleurs, quel que soit leur âge, et Mme Krivitz l'a dit, c'est sûr qu'à 25 ans ou à 30 ans, les éléments d'importance que sont d'avoir une garde d'enfants à proximité, des questions de mobilité sont différentes que lorsqu'on a 55 ans, où je pense que c'est plus une question de sens, une question de comment est-ce qu'on voit ces dernières années de carrière qui sont importantes. Donc, c'est évident, et je l'ai dit tout à l'heure, et je le redis, je pense que c'est une question de culture, de ressources humaines aujourd'hui, où on n'a pas encore cette habitude de vraiment se poser les questions et de dire on va mettre des programmes spécifiques en place pour faire un focus sur les personnes âgées et comment est-ce qu'on va adapter à la fois le contenu, mais aussi les modalités de leur travail. C'est obligatoire, et si on ne le fait pas, on n'aura pas de solution, ça ne va pas s'améliorer. Om even terug te komen op wat u daarnet vermeldde, de kinderopvang, devrait-il y avoir un droit opposable à une place en crèche comme dans certains pays? Moi, Oui, question. par exemple. Je ne pense pas, parce qu'il y a des études qui montrent que ça ne sert pas à grand-chose. Okay. En Allemagne, on a ce droit, mais en fait, il n'y a pas l'offre qui suit. Donc finalement, s'il n'y a pas l'offre qui est là, ça ne marche pas. Et nous, en communauté germanophone, quand on est un tout petit territoire, parfois, les choses sont assez intéressantes à observer. En fait, nous, on a observé ces dernières années que la part des femmes sur le marché du travail a considérablement augmenté, ce qui a augmenté aussi notre taux d'activité en général, donc de la population active, pardon. Et donc ça, c'est en fait presque pareil que comme l'offre en fait, de la garde de la petite enfance ou aussi la garde extrascolaire a augmenté aussi en communauté germanophone. Donc nous, on est persuadés que l'un a à voir avec l'autre. Et c'est pour cela aussi qu'on va réinvestir encore davantage en fait, dans l'offre pour la garde de la petite enfance, mais aussi l'extrascolaire, pour justement atteindre les 100% du besoin de la garde d'enfance en communauté germanophone en 2024. Parce que pour nous, l'un va avec l'autre, que l'activation de la femme, je sais que ça ne doit pas être une question que pour la femme, la garde de l'enfance, mais bon, on le sait que c'est ainsi encore aujourd'hui. Donc voilà, à voir avec l'activation de la femme sur le marché du travail. Donc l'un va avec l'autre et on ne peut que résoudre cette question-là par une offre adéquate. Oui. OK. Monsieur Clerfailly, j'ai lu dans la lettre que vous avez adressée à M. Dermagne à propos de cette conférence que pour vous, il y a un problème particulier pour la fin de carrière dans le secteur des titres-services. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Je crois que le problème est bien connu et bien développé par beaucoup de gens. C'est un métier relativement pénible, soyons clairs, il faut le reconnaître. C'est un métier où on porte des charges, on doit parfois monter sur des échelles pour nettoyer des vitres. Enfin, donc c'est un métier qui est fatigant. Et pour les femmes, puisque à 96 ou 97%, c'est des femmes qui font ce métier, il y a un âge où on sait qu'à 50, 55, jusqu'à 60 ans, la pension, ça devient difficile. Donc c'est un vrai débat de savoir s'il est possible d'imaginer
un aménagement de fin de carrière. Soyons clairs, on ne sait pas beaucoup compter sur la technologie pour aider parce qu'il n'y a pas encore de robots qui nettoient les fenêtres à 2 mètres de hauteur. Donc peut-être qu'un jour ça viendra, il faut l'espérer. Il faut l'espérer, en soi, il faut l'espérer. Mais c'est un vrai enjeu. Donc il faut peut-être plutôt travailler sur est-ce qu'on peut aménager les fins de carrière en réduisant le nombre d'heures, le nombre de prestations, tout en conservant des rémunérations. C'est comme ça qu'il faut jouer. C'est compliqué, puisque c'est nous, les régions, qui finançons le chèque que paye le consommateur. Donc il y a un équilibre à trouver entre le prix consommateur, la charge qu'assume la région pour compléter ce prix et la capacité à payer une amélioration, financer une amélioration des fins de carrière. Mais je pense que c'est la seule solution qu'on puisse trouver, réduire sans doute les heures de prestation avec l'âge. Voilà, je ne pense pas que ce soit de la formation professionnelle ou de la technologie qui va beaucoup améliorer dans l'immédiat, en tout cas, ce genre d'emploi. J'ai une proposition concrète. Il y a un élément qui se trouve sur la table chez nous, à savoir permettre le co-travail. Donc aller à 2, travailler dans un ménage pour se répartir les tâches. Et on peut dire, voilà, on est à 2 dans un ménage. Et c'est vrai que le travail est fait plus rapidement de cette manière-là. Et donc voilà, on est en train de faire des tests pour voir si les personnes expérimentées pourraient aider une autre personne plus jeune qui a besoin de formation. Donc je pense qu'il y a une piste à explorer peut-être pour que le travail soit davantage faisable. Et bien souvent, les gens se plaignent de ne pas avoir de contacts sociaux. Ils ont été travaillés, il n'y avait personne. Et de cette manière-là, on pourrait rétablir les contacts sociaux durant le travail. Mais ce sont des pistes créatives qu'on est en train d'étudier. OK. En ce qui concerne le genre, nous n'avons pas encore véritablement mené de discussion. C'est un sujet qui a été évoqué ce matin et qui joue un rôle dans le cadre de toute la problématique des fins de carrière et de l'augmentation du taux de participation. La répartition des responsabilités en matière de soins dans les ménages reste souvent très inégale, ce qui a des conséquences pour les carrières des femmes. Quel rôle les autorités régionales peuvent-elles jouer ici? Monsieur Mauric. Voilà. Je pense que tout ce que vous dites là est un constat qui est malheureusement une réalité et personne ne va le contester. Alors il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Alors, premièrement, au gouvernement wallon, dès qu'il y a une mesure qui est prise, il y a une analyse genre qui est faite sur la mesure. Alors, ça peut paraître anecdotique ou symbolique, mais au moins, ça oblige chaque ministre qui porte une mesure à se poser la question, est-ce que je ne vais pas aggraver une discrimination ou alors est-ce que je vais au contraire essayer d'y travailler? Donc ça, c'est peut-être déjà un réflexe à avoir qui se fait aujourd'hui. À côté de ça, je pense qu'on a vu que pendant la phase Covid et pendant le télétravail, ça a été encore beaucoup plus compliqué pour, je vais dire les femmes, c'est réducteur de ça, mais c'est la réalité, parce qu'elles devaient à la fois s'occuper des enfants et à la fois travailler. Alors, parfois, ça fait des situations cocasses quand on est en réunion téléphonique et qu'on voit un enfant qui passe derrière et qui demande sa maman, mais ce n'est pas agréable pour la maman de travailler dans des conditions comme ça, pour être concentrée, etc. Et donc, je pense que là, un travail de sensibilisation au niveau des employeurs pourrait être mis en place pour dire, écoutez, lorsqu'on fait du télétravail et que l'on a 1, 2 enfants à charge, on n'a peut-être pas des solutions de garde, on peut peut-être aussi essayer d'adapter les choses. Tout à l'heure, on a parlé aussi des gardes d'enfants. Forcément, c'est lié aussi. Et donc, il y a un besoin. En Wallonie, on n'a pas assez de places de garde. Alors, on y travaille. Et dans le cadre du plan de relance, des moyens importants vont être consacrés à l'infrastructure. Et il y a du financement au niveau de l'emploi qui est fait aussi. Mais il faut l'améliorer aussi. Et puis je pense qu'il faut aussi, et on ne va pas revenir sur la réforme des pensions parce que je pense que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais il faut que cette réforme prenne en compte évidemment le fait que le temps partiel, c'est en majorité des femmes qui le travaillent, elles ne peuvent pas être pénalisées parce qu'elles ont décidé ou alors elles ont été obligées de ne pas pouvoir travailler pour s'occuper des enfants. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Et je me permets de revenir sur votre question sur le titre service, parce que je sais bien que la ministre a aussi, dans son courrier au ministre d'Hermang, souhaité aborder le sujet. Je trouve que la proposition de Mme Krivitz est très intéressante. Et je dirais simplement que je pense que la formation doit être aussi plus importante. Parce qu'à partir du moment où c'est un système qui est subsidié par les pouvoirs publics, principalement par les régions d'ailleurs, je pense qu'on a une obligation morale aussi de faire en sorte que ces dames, lorsqu'elles évoluent dans leur carrière, elles puissent avoir davantage de perspectives de formation pour évoluer éventuellement dans un autre métier.
qui sera peut-être un tout petit peu moins physique, mais au moins, il faut leur donner la chance d'y arriver, parce que sinon, comme l'a dit M. Clerfailly, à 60 ans, c'est fini, et elles seront en incapacité de travail, et ce sera du lose-lose pour tout le monde. Oui, on en revient à nouveau à l'importance de notre position face à la formation. Je trouve que les gens qui sont au chômage temporaire, moi je ne comprends pas pourquoi ces personnes ne s'inscrivent pas au VDAB pour suivre un trajet de formation. Certains pensent que c'est une punition, alors que le fait de pouvoir suivre une formation, et ça vaut aussi pour les peu qualifiés, hein, il faut véritablement encourager cela. Il faut que ça devienne une culture. Il faut que les gens souhaitent se former. C'est vraiment une grosse richesse et tout le débat sur la faisabilité, les longues carrières va se voir attribuer une autre nuance, y compris au niveau des employeurs, parce qu'on se concentre surtout sur les travailleurs, mais cela demande également un changement d'attitude de la part des employeurs. Il faut qu'ils soient ouverts, il faut qu'ils encouragent les gens à se former. Et pas comme notre collègue le dit, il ne faut pas qu'ils aient peur que les collègues s'en aillent. C'est lié à la culture d'entreprise. C'est vraiment une clé pour changer beaucoup de choses sur le marché de l'emploi. Il faut vraiment en tenir compte au niveau fédéral, dans le cadre du chômage aussi. Il faut éviter que les gens restent des mois au chômage temporaire et qu'ils perdent le lien avec leur travail. Et bien souvent, ce sont des personnes peu qualifiées. Moi, je suis un petit peu fâchée quand j'entends ça. Je soutiens totalement ce que Mme Clerfailly, on l'a déjà fait en conférence emploi il y a quelques temps. Je trouve ça très, très important. On revient sur le fait qu'il n'y a pas de culture suffisante, de formation continue des travailleurs. Et vous avez reçu M. Van Acker, je crois. Ah ben voilà, il est là, je ne l'ai pas reconnu avec son masque, d'accord. Voilà. Eh bien, le Conseil supérieur de l'emploi avait fait un très bon rapport au mois de juillet 2020 qui comparait les taux de formation dans les entreprises en Belgique par rapport aux 4 pays comparables et qui montrait que la Belgique est sérieusement en retard par rapport aux pays. Donc ça prouve bien qu'il y a un vrai problème chez nous. En France, au début du Covid, ils ont accordé, alors c'est un mécanisme comme un autre pour attirer l'attention des entreprises, mais ils ont accordé une réduction d'impôts aux entreprises qui assumaient de la formation de leurs travailleurs pendant cette période Covid, les travailleurs temporairement au chômage, une réduction d'impôts pour qu'ils fassent de la formation orientée métier pendant cette période-là. Donc c'est un système qui a incité ça. Et je ne sais pas si on sait encore le mettre en œuvre maintenant, en tout cas dans les secteurs qui sont encore en crise, mais c'était une manière de rappeler ce devoir de formation qui est un grand déficit en Belgique. Monsieur Warwick, peut-être une réaction? Est-ce que les gens qui sont temporairement sans emploi pendant plusieurs périodes devraient s'inscrire dans les services de l'emploi pour leur donner l'opportunité de se former? Je pense qu'ils pourraient en tout cas s'inscrire. Moi, j'ai du mal avec l'obligation. Je pense que là, c'est quelque chose qui doit être discuté. Mais c'est une opportunité. Mais l'opportunité. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit que j'ai du mal avec l'obligation. Mais la possibilité et l'opportunité doit être là et ça doit être aussi encouragé par les pouvoirs publics et par l'entreprise aussi. Après, il faut aussi faire attention et éviter que ce ne soit utilisé par des entreprises pour faire former à bon compte ces travailleurs et qu'il y ait des effets d'aubaine. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent sur le mécanisme. Hein, je veux dire, sur la forme, je pense qu'on doit être prudent, mais sur le fond, évidemment, je pense que tout ce qui peut inciter à améliorer la formation et le réflexe et la culture de la formation doit être soutenu, bien sûr. Est-ce que vous avez peur, Madame Krevits, que les employeurs abusent de ce système? Je pense que tout le monde reconnaît que le trajet de formation des personnes tout au long de la carrière est extrêmement important. C'est encore plus important lorsque vous êtes peu qualifié, encore beaucoup plus que lorsque vous avez un diplôme universitaire. Donc, il n'y a pas vraiment de possibilité d'abuser du système. Il faut faire un bon système. Il y a aussi des accents dont les régions ont besoin parce que les budgets de formation, ils sont là et il faut vraiment qu'on investisse massivement là-dedans. C'est absolument nécessaire. C'est vrai qu'il y a une responsabilité pour l'employeur, mais pour le travailleur aussi. Et il faut savoir que si vous investissez dans les personnes, dans leur formation, vous aurez des opportunités supplémentaires. Peut-être qu'ils iront voir ailleurs, dans une autre entreprise, mais ça, c'est propre au marché de l'emploi. Et ça veut dire qu'entre entreprises, en tant qu'entreprise, vous avez aussi la possibilité d'attirer des travailleurs d'autres entreprises chez vous. Et comme l'a dit Mme Wakeman, les transitions de l'emploi à l'emploi, eh bien,
c'est vrai que ça nous pose un petit peu problème, on n'a pas l'habitude et il faudrait que ça change. Madame Wakemans. Oui, je ne pense pas non plus qu'il y a vraiment un grand problème de mal utiliser alors un système par cela pour alors, de manière gratuitement presque, de se faire former ces travailleurs. Je ne pense pas du tout. Je pense justement qu'on doit encore davantage travailler avec les entreprises pour faire la formation aussi dans l'entreprise. Nous, on a la chance d'avoir ce système depuis toujours de la formation en alternance dans les métiers techniques pour les jeunes, ce qui fait aussi qu'on a le taux de chômage le plus bas pour les jeunes en Belgique, mais aussi en Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, qui apporte une vraie plus-value pour celui qui fait cette formation, pour l'entreprise. Et donc même aussi dans les formations qu'on propose aux chercheurs d'emploi ou aux personnes qui sont peut-être temporairement dans le chômage, on peut aussi encore faire davantage de formations avec l'aide des entreprises et faire des formations dans les entreprises. Donc je pense que là, il y a vraiment beaucoup à faire et il faut que, je pense qu'on doit se faire plus de confiance, comme ça a été déjà évoqué, entre les différents acteurs sur le marché de l'emploi, le service public, l'entreprise, mais aussi les travailleurs. OK. Pour finir, peut-être, M. Clerfailly, qu'est-ce que vous attendez des partenaires sociaux demain? On attend tous toujours des partenaires sociaux de bonnes propositions et une composition favorable pour trouver ensemble les compromis. On sait qu'il y a aussi un peu de jeu de défense d'intérêt, parfois de posture, qui ressemble un peu au jeu politique, mais on le sait parfois aussi plus pragmatique parce que désireux de trouver des solutions, des avancées. Je crois que la question des fins de carrière est une question qui est tellement importante depuis si longtemps qu'on a ici maintenant une occasion d'avancer. Et donc j'espère que tout le monde sera de bonne composition pour qu'on puisse faire les avancées nécessaires sur tous les enjeux, parce que c'est vrai qu'on n'avancera pas sur la question des fins de carrière si on n'avance pas sur la question des pensions, si on n'avance pas sur la question de la formation, formation continue, si on n'avance pas sur la question de l'équilibre homme-femme. Toutes ces questions-là doivent avancer de concert, mais je crois qu'on a tous besoin de mesures concrètes. Je regarde le ministre disant ça. Merci beaucoup, mevrouw Krivits, monsieur Van Ryck, monsieur Clerfailly, madame Beekmans. Et je vais donner la parole au ministre. Je vais demander au ministre fédéral du Travail de clôturer les débats de ce matin avec quelques mots de sa part. Et après le lunch, donc, il y aura les travaux qui commencent dans les 5 groupes thématiques. Pardon, monsieur Termain. Dank u wel. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier les 3 ministres et monsieur le chef de cabinet. Je vous remercie pour votre participation à ce débat. C'était très intéressant. Et j'ai entendu beaucoup de propositions extrêmement intéressantes. Nous allons continuer sur cette base, je pense. Peut-être très très rapidement remercier aussi les intervenants de cette matinée, et je vais faire un lien avec ce qui vient d'être dit. Et donc ce matin, nous avions demandé à toute une série d'intervenants de pouvoir poser des constats de manière la plus objective possible. Alors on a entendu et on a lu, on a vu beaucoup de statistiques, de graphiques, de chiffres, mais je pense que c'était essentiel. Et vous l'avez d'ailleurs tous les 4 évoqué dans vos interventions, c'est la nécessité de pouvoir demain travailler sur la base de faits objectifs, de statistiques, et de mener une evidence-based policy, of fact-based policy. Je pense que c'est effectivement essentiel de sortir des clichés, de pouvoir parfois aussi couper les ailes à certains canards et de pouvoir attaquer ces problématiques essentielles sur la base d'éléments les plus objectifs possibles, même si on est avec une matière qui est une matière humaine finalement, et qui donc par essence est aussi quelque peu subjective. Mais vraiment la nécessité de pouvoir sortir des postures et de pouvoir travailler sur une base la plus objective possible. Et donc c'était l'objectif de la première partie de la matinée, du travail préparatoire qui a été effectué, c'était de pouvoir travailler sur des éléments concrets et objectifs, ou en tout cas les plus concrets et les plus objectifs possibles. Ce qui permet d'ailleurs, en lien avec les échanges que vous venez d'avoir, de pointer certains éléments qui figuraient dans les rapports présentés ce matin. L'accès à la formation pour les 55 ans et plus. On voit clairement dans les rapports qui nous ont été présentés, et singulièrement dans celui du Conseil supérieur pour l'emploi, que ce sont les 55 plus qui ont le moins accès à des formations.
Quand on parle du lien entre ancienneté et rémunération, on voit que c'est vrai, mais que c'est surtout vrai pour celles et ceux qui sont les plus formés, pour les travailleurs et les travailleuses qui ont des hautes et de longues formations. C'est vrai aussi que sur l'entièreté de la carrière, et quand on attaque, et quand on a voulu attaquer cette conférence par la thématique des fins de carrière harmonieuses, on savait dès le départ que l'on allait parler de l'ensemble de la carrière. C'était voulu, c'était connu, c'était voulu, mais parce qu'on savait aussi qu'on devait répondre à une question importante qui est le taux d'emploi des 55 ans plus, sur la base aussi de constats posés de manière objective par notamment le Conseil supérieur de l'emploi dans ces derniers rapports. Donc vraiment la volonté de pouvoir travailler sur la base la plus objective possible, en dehors des polémiques, en dehors des postures que l'on peut avoir les uns et les autres à l'extérieur, mais pouvoir porter ce débat de la manière la plus sereine possible, de la manière la plus approfondie possible aussi. C'est la raison pour laquelle ces échanges auront lieu sur ces 2 journées de mardi et de mercredi dans des configurations différentes. Ik ben het eens met wat minister Krivits gezegd. Het is absoluut nodig om in ons land een opleidingscultuur te ontwikkelen. Dat is absoluut noodzakelijk om dat te doen en op korte termijn. On le sait, on l'a dit, vous l'avez répété, mesdames et messieurs, nous n'avons pas, comparativement à nos pays voisins, cette culture de la formation tout au long de la carrière et qui existe chez nous. Et on doit vraiment la développer, on doit la renforcer. Et ça passe bien entendu par des collaborations. Ça passe par l'engagement des différentes parties prenantes, que ce soit bien entendu les différents gouvernements, pour favoriser, pour mettre en place, pour garantir ce droit à la formation. Et vous savez qu'au niveau du gouvernement fédéral, nous avons la volonté d'instaurer un droit individuel à la formation pour l'ensemble des travailleurs, puisque au-delà des catégories d'âge, on voit aussi que celles et ceux qui profitent le plus de la faculté de se former tout au long de la carrière sont finalement celles et ceux qui en ont le moins besoin. Je le dis tussen haakjes, hein, mais en tout cas, ce ne sont pas celles et ceux qui en ont le plus besoin qui ont aujourd'hui accès à des jours de formation nécessaires. Et donc c'est vraiment un des enjeux essentiels sur lesquels nous allons devoir nous pencher et auxquels nous allons devoir nous atteler. Et c'est la volonté du gouvernement fédéral et c'est la volonté du ministre du Travail que je suis de pouvoir venir dans les prochains jours avec une proposition sur le droit individuel à la formation. De même qu'on a évoqué la difficulté, les tensions sur le marché du travail aujourd'hui, suite à la crise Covid et renforcée par la relance qui heureusement est là aujourd'hui, avec des métiers sous tension, avec les métiers en pénurie. Et les ministres présents le savent, je les ai invités à participer à une conférence interministérielle emploi, spécifiquement sur ces questions de pénurie et de métiers en tension. C'est une urgence, c'est une absolue nécessité, mais ça n'empêche pas d'avoir par ailleurs un travail plus en profondeur, un travail de fond sur une thématique qui appelle à réfléchir sur l'entièreté de la carrière, à savoir les fins de carrière harmonieuses, en lien avec, on l'a évoqué, hein, bien entendu, notre système de pension et la manière dont il évoluera dans les prochaines années, la question du bien-être au travail, la question de la formation, la question de la santé, ainsi que les aspects de genre et les aspects intergénérationnels. Et comme vous le savez, ces thématiques feront l'objet du travail des groupes qui se réuniront cet après-midi. Ils ne seront pas filmés et retransmis, comme je l'ai indiqué dans mon introduction, parce qu'on veut vraiment laisser la place au débat entre les différentes parties prenantes, mais leurs conclusions seront synthétisées demain par les présidentes et les présidents de ces groupes de travail pour enrichir nos débats et nos réflexions de demain et des jours à venir, puisque, comme je l'ai dit à l'entame de cette journée, ces 2 journées de cette conférence annuelle pour l'emploi ne vont pas déboucher demain soir sur des conclusions et des propositions concrètes, en tout cas pas dès demain soir. Ce serait, je pense, aller trop vite en besogne, mais avec, bien entendu, la volonté et la conscience qu'il faut avancer vite sur ces matières-là et venir très, très rapidement avec un ou des plans d'action en fonction des différents points d'attention et d'intérêt. Et donc, c'est aussi l'engagement qui est pris
par le gouvernement fédéral et par le ministre de l'Emploi et de l'Économie que je suis, c'est à l'automne de venir, en conclusion des travaux de ces 2 journées et du travail qui va se poursuivre dans les prochains jours et les prochaines semaines, avec un plan d'action concret, concerté bien entendu avec les partenaires sociaux, concerté bien entendu aussi avec les régions, dont la collaboration, dont le travail en bonne intelligence est absolument essentiel pour venir à bout de ce défi et arriver à cet objectif d'atteindre ce taux d'emploi de 80% à l'horizon 2030, avec et en tenant compte des spécificités régionales, et j'ai bien entendu, et ce n'est pas la première fois que je l'entends, avec bien entendu la volonté et le souci de pouvoir tenir compte des réalités différentes au sein de nos régions. J'y suis particulièrement attentif, pour autant bien entendu que ça reste dans un cadre qui aujourd'hui est encore un cadre fédéral, mais on doit effectivement pouvoir tenir compte des spécificités régionales, tenir compte des défis qui pour certains sont partagés entre les différentes régions et qui pour certains sont plus spécifiques, et adapter nos politiques en fonction de cela, en restant bien entendu, comme je l'ai dit, dans un cadre fédéral. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, mesdames et messieurs, en conclusion de cette première matinée. Je pense que les travaux vont encore être riches cet après-midi et encore demain. Simplement vous remercier à nouveau pour votre participation, votre contribution à cette première conférence annuelle pour l'emploi, et en vous donnant rendez-vous finalement dans les semaines qui viennent pour poursuivre le travail et surtout pour pouvoir le faire aboutir le plus rapidement possible. Je vous remercie. Ik dank u.